Elles nous viennent de Mariupol. Ce sont des images de la télé russe, une agence de presse russe. Ces militaires ukrainiens qui se rendent. Il y a donc eu une reddition. Le Kremlin le disait ce matin, 1 millier d'hommes qui se sont rendus. Vous entendiez tout à l'heure Yulia Tymoshenko me dire que ça n'était pas le cas. En l'occurrence, Didier François, il semble bien que ce soit le cas. Oui, ça, franchement, regardez leur visage, vous voyez bien Ouais. que ce sont des gens fatigués qui viennent de passer des jours difficiles. Déjà, c'est une résistance héroïque. Ils ont tenu plus de 40 jours isolés et encerclés. Sans munitions, honnêtement, il y a un moment où c'est plus possible. Et c'est ce qu'ils nous ont annoncé petit à petit hier avec leurs appels. Donc, j'espère qu'ils seront bien traités. Alors voilà, c'est ça. La question, c'est ça aussi, de savoir s'ils seront bien traités. Amiral Olagaray, ça veut dire que Mariupol va tomber, là, même si on sait que cette fameuse usine est un endroit inextricable d'où il est très compliqué de déloger, si j'ose dire, les Ukrainiens, les militaires ukrainiens. Mais ça y est, ce sont les dernières heures que l'on vit. Mais Mariupol est tombé. Mariupol est tombé depuis très longtemps. Il restait 2 nids de résistance farouches, un courage extrême, mais ça n'était que vraiment une résistance tout à fait symbolique. Mariupol est tombé et simplement, il va falloir que les troupes qui ont attaqué et qui continuent d'attaquer Mariupol se reconstituent avant de pouvoir participer à une autre grande offensive. Les Russes sont quand même, eux aussi, très sévèrement fatigués. On voit ces pauvres soldats ukrainiens qui d'ailleurs doivent vivre un drame fabuleux. Ils vous paraissent impassibles comme ça, mais à 1000, se rendre alors que leur pays a toujours mis en avant les valeurs de courage jusqu'à la mort, c'est quand même très difficile. Nous pouvons peut-être remarquer que, d'après ce que nous en savons, c'est la brigade de force spéciale de la marine. Ce n'est pas le bataillon Azov. Le bataillon Azov, s'ils s'en sortent, je ne sais pas comment, ils seront traités. Ou plutôt, je crois comprendre que ce sera très très difficile pour eux. C'est ceux qu'on considère, Catherine, comme les plus nazifiés, pour reprendre le terme de Vladimir Poutine, en fait, le bataillon Azov. Oui, absolument. Et on l'a dit plusieurs fois, sur leur étendard, ils ont le sigle ainsi qui ressemble étrangement à celui des nazis. Mais on peut effectivement considérer que ça risque d'être très dur parce que Vladimir Poutine, en plus, a nommé comme responsable de la coordination de l'ensemble des actions militaires en Ukraine un général qui s'appelle le général Vornikov et qui, comme surnom, a celui du boucher de Syrie. Donc, on comprend qu'effectivement, les Russes vont jeter toutes leurs forces dans cette bataille du sud et de l'est, là, du Donbass et effectivement de la zone de Mariupol, parce qu'ils veulent en finir le plus rapidement possible et en unifiant justement toutes les unités sous le commandement de ce général qui est particulièrement célèbre donc, pour la manière dont il a utilisé l'artillerie, notamment en Syrie. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est que... C'est lui. Voilà. Alors, c'est lui. Alors, cet homme, après, vous disiez, c'est Alexandre Dvornikov. Oui, le boucher de Syrie, c'est la CIA qui l'appelait comme exactement. Ça. En fait, il a des méthodes qui sont des méthodes de l'URSS. Ah oui, c'est sauf, classique pour les soviétiques. C'est-à-dire qu'ils écrasent tout avec l'artillerie, puis quand il ne reste plus rien, ils avancent. Oui. Donc c'est pour ça effectivement que d'abord ça souligne la faiblesse du dispositif russe jusqu'à maintenant qui n'était pas un commandement unifié et c'est comme ça qu'on a pu voir effectivement que la guerre sur les différents fronts ne fonctionnait pas du tout. Donc maintenant ça va être un commandement unifié. En plus ce général Vornikov est rentré depuis 2016 de Syrie et Vladimir Poutine, qui est le parrain d'ailleurs de sa fille, lui avait déjà confié justement toute cette région du Donbass et de la Crimée. Donc il connaît très bien les lieux. Oui, il connaît très bien les lieux. Il va maintenant unifier toutes les forces russes pour lancer l'assaut final quasiment. Parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, Didier, avec vous, c'est que en fait l'idée c'était une fois que Mariupol serait tombé, donc ce qui semble bien être le cas, de toute façon il n'y a plus grand-chose à défendre en fait parce que tout est rasé ou presque. Il y a quelques poches qui résistent, quand même de manière assez étonnante, mais qui résistent. L'idée, c'est de reformer les troupes qui tiennent encore debout, parce qu'effectivement, eux aussi ont vécu 40 jours de combat, et de concentrer tout ça, effectivement, sur l'est du pays pour reprendre cette fameuse tenaille dont vous nous parliez. Absolument. Donc, en fait, le processus qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la réarticulation, vous voyez bien, mais qui a déjà commencé, comme le disait l'amiral. C'est-à-dire qu'il y a déjà les unités blindées qui étaient sur Mariupol ont déjà commencé à se mettre en position pour faire cette pince. Donc, vous voyez bien, il y a à peu près 30 000 soldats ukrainiens dans l'est de l'Ukraine et qui sont en position défensive, un peu comme une grande ligne Maginot, face aux républiques séparatistes. Et les Russes n'arrivent pas à percer cette ligne de défense extrêmement forte. Donc ils essayent de les encercler en glissant derrière. Il y a déjà une première flèche, si je puis dire, enfin un premier mouvement de pince qui passe depuis le nord, depuis Izium, et qui glisse derrière. Et Mariupol devrait lancer la deuxième pince pour essayer de rejoindre et les encercler. Ça va quand même prendre un peu de temps parce que
Oui, effectivement, ce général va remettre en place son dispositif. Oui, il sait le faire. C'est quelqu'un qui a l'expérience du travail, ce qu'on appelle interarmes et interarmée et du combiné. Néanmoins, il doit reconstituer une armée très épuisée, dont une partie a été défaite quand même devant Kiev. Ça va pas être simple, ça va lui prendre un petit peu de temps. On peut imaginer beaucoup de victimes, du coup, amiral. Il y aura certainement beaucoup de victimes, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est une poche. Une poche, ça veut dire que c'est enfermé, c'est adossé à Dnipro qui est beaucoup plus loin derrière. Mais que vont faire les Ukrainiens ? Nous ne savons pas ce que font les Ukrainiens. Je pense qu'ils n'attendent pas l'arme au pied que l'armée russe arrive, parce qu'elle vient de Kiev, elle s'est reconstituée, elle repasse par le nord, elle va réattaquer et redescendre. Il faut qu'elle se reconstitue. Celle du Sud doit se reconstituer. Ça prend du temps. Et par où ? Par la Crimée, parce que quand même, par le sud du Donbass, c'est difficile. Donc, il va falloir un temps certain pour le faire. Et que va-t-il arriver ? On ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les villes. Izium est déjà très fortement attaqué. Normalement, les Ukrainiens ont dû prévoir, sinon de se retirer un peu pour ne pas être complètement fixés dans cette poche et ne pas perdre 30 à 40 000 hommes, ce qui est terrifiant pour l'armée. Mais ça veut dire qu'il donnerait le territoire. Mais ça veut dire qu'il lâche le territoire. On ne voit pas comment il ne pourrait pas lâcher le reste des oblasts qui sont presque complètement déjà sous domination des républiques autoproclamées. On ne voit pas comment il pourrait le faire. S'il s'obstine dans ce cas-là, il s'expose à perdre une très grande partie de son armée, d'où démoralisation.